va passer maintenant à la troisième communication qui s'intitule Les bases de la stimulation possifolliculaire et qui va être présentée par Dr Anne Gevarch-Levesque de Rennes. Donc, on va lui donner la parole. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce congrès. Il se trouve que c'est déjà la deuxième fois que je viens en Tunisie cette année, après une étape à Sfax. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Alors, comme on a un petit peu de retard, ça tombe bien, parce qu'en fait, j'avais prévu de faire un petit peu de physiologie, mais ça a déjà été fait par le film. Et je voulais rebondir aussi sur, effectivement, les évolutions qu'il y a pu y avoir sur la prise en charge en insémination, et notamment le revirement de la NICE qui a revalorisé à nouveau les inséminations dans la fertilité inexpliquée. Donc voilà, donc mon topo va de ce fait-là être un peu plus court. Alors, je pense que c'est comme ça. Donc, alors, autrement, pour me présenter, moi, je travaille à Rennes. Je dirige le centre de fécondation in vitro dans une clinique mutualiste, ce qui est assez rare en France, parce que souvent, ce sont des centres privés ou des centres publics universitaires. Et il y a quelques centres, quelques cliniques comme ça, où donc on est une clinique publique à but non lucratif, mais hors CHU. Alors, la physiologie, donc, comme je disais, ça va être très très court. Donc, ça a été dit, mais je veux redire les choses de façon importante. Ce qui est important, donc, quand on veut faire la stimulation de l'ovulation, c'est comprendre les bases du fonctionnement des rétrocontrôles qui existent, rétrocontrôle négatif des sécrétions stéroïdes sur l'hypophyse d'hypothalamus, avec un rétrocontrôle positif qui, vous savez, s'inverse pour le stradiol, qui permet de déclencher l'ovulation et le pic de LH. Donc la dépendance différentielle à la FSH, comme vous le savez, on l'a dit, jusqu'à ce que le follicule fasse 10 mm, il est seulement dépendant de la FSH, mais lorsqu'il dépasse 10 mm, eh bien, le follicule obtient des récepteurs à l'ALH, si bien qu'il est régulé à la fois par la FSH et par l'ALH. J'en profite pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, sur l'ALH. C'est-à-dire que quand vous avez des récepteurs à l'ALH sur le follicule, quand le follicule a acquis des récepteurs à l'ALH, si vous donnez de l'ALH, vous allez aussi stimuler, en fait. Donc, c'est très compliqué, l'utilisation respective de la FSH ou de l'ALH dans la stimulation de l'ovulation. Et puis, donc, la théorie bicellulaire, donc, qui consiste à dire que donc, les cellules de la granulosa sont sous l'influence de la FSH et celles de la TEC de l'ALH, sachant que, encore une fois, ne pas oublier que les cellules de la granulosa acquièrent assez rapidement quand même des récepteurs à l'ALH. Alors, donc, je n'avais pas envie de revenir sur ce qui a été dit. Donc, encore une fois, ça a été bien redit. Les trois phases de la stimulation de l'ovulation, c'est le recrutement, la sélection, la dominance. Très clairement, physiologiquement, on a beaucoup de follicules qui partent en croissance et il y en a un seul qui est effectivement élu par un phénomène de régulation qui fait que, effectivement, c'est le meilleur qui gagne, comme disait monsieur tout à l'heure, et que quand un follicule a acquis une certaine dominance, eh bien, il va y avoir l'atrésie des autres follicules à cause du rétrocontrôle négatif et qui fait que certains follicules ne vont plus avoir assez de FSH et donc vont s'atrésier. Donc très clairement, les bases de la stimulation de l'ovulation, si on veut avoir beaucoup de follicules, il faut juste mettre plus de FSH que ce qu'il en reste physiologiquement. Donc, je passe sur ce qu'on disait parce que ça avait déjà été dit. Alors, donc, attendez, je crois que j'ai passé cette diapo, parce que, encore une fois, ce schéma qui est extrêmement connu, vous voyez, c'est très clair qu'il y a deux éléments importants dans une stimulation d'ovulation. Il y a le seuil. Si vous voulez stimuler et que vous êtes en deçà du seuil de FSH pour une femme donnée, vous n'allez pas recruter plus que ce que la femme va faire spontanément. Donc vous allez rester à un follicule. Mais ça peut être un objectif en insémination. Et si vous stimulez pendant plus longtemps que la fenêtre normale, puisque vous savez que en fait, la FSH augmente
en début de stimulation. Et puis ensuite, à cause de la sécrétion d'œstradiol qui est induite par le follicule dominant, vous allez avoir une inhibition sur la FSH et la FSH va redescendre. Donc ce qui est donc ce qu'on appelle la fenêtre. Donc très clairement, quand on fait de la stimulation de l'ovulation, et monsieur l'a très bien dit dans son film, on joue sur deux aspects, le seuil et la fenêtre. Donc une fois qu'on a compris ça, on a tout compris en stimulation d'ovulation. Si on veut recruter beaucoup, il faut aller au-dessus du seuil et puis maintenir la fenêtre ouverte. Voilà. Donc, alors, ensuite, la dernière phrase, c'est que si on veut effectivement donc, faire du paucifolliculaire, il faut que l'on respecte ça. Et toute la difficulté par rapport à la stimulation en insémination par rapport à la fécondation in vitro, c'est que très clairement en FIV, c'est très simple. De toute façon, on est au-dessus du seuil et on ouvre la fenêtre largement, mais qu'en insémination, on doit être un peu au-dessus, un peu plus long que la fenêtre, mais pas trop quand même, sinon on va excusez-moi, parce que je crois que c'est parti plus vite que je ne pensais. Voilà, donc, ça c'est sur les bases physiologiques que je voulais dire, c'est extrêmement simple, c'est des fois un petit peu plus difficile à faire que ce que l'on dit. Alors, donc, quand on fait de la stimulation de l'ovulation, grosso modo, on va dire qu'il y a un objectif de réussite qui doit être une balance entre l'efficacité et puis la limitation des grossesses multiples. Et grosso modo, vous voyez ce qui est figuré ici, c'est qu'on est aux alentours de, on va dire, 12 à 15% de grossesse par cycle pour avoir un taux de grossesse gémellaire qui va être aux alentours de 10%. C'est-à-dire que si vous augmentez votre taux de grossesse en insémination, si vous le montez à 20%, ce sera toujours au prix de grossesses multiples qui seront excessives et que vous devrez maîtriser. Donc en réalité, le taux de grossesse par insémination, eh bien, on sait qu'on ne va pas viser 30%. C'est pas possible, même pas 20%. Donc si vous avez des taux de grossesse en insémination qui sont à 7-8%, ça veut dire que vous pouvez les optimiser, mais si vous êtes à 20%, regardez vos grossesses gémellaires et c'est sûr que vous en avez trop. Ça, il n'y a pas de pétard, c'est exactement comme ça. Et la deuxième chose importante sur cette plaque, c'est le nombre de follicules intermédiaires. Et il faut être très prudent en insémination. Parce que vous dites, j'ai 2 follicules, c'est bon, j'y vais. Mais si vous avez 3-4 follicules de 13-14 en dessous, eh bien, vous prenez des risques de grossesse multiples qui sont importants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister, parce qu'on cherche toujours à améliorer ces résultats. Ça, c'est tout à fait clair. Mais clairement, 12-15% maximum, sinon c'est au prix de grossesses multiples plus importantes. Alors, donc, maintenant, en fait, donc, c'est quoi les objectifs? Donc, quand on fait de la stimulation d'ovulation, le bénéfice-risque. Alors, en fonction du statut, on va dire, des patientes, eh bien, l'objectif va être différent. Alors, si on parle du statut ovulatoire. Alors, il y a des femmes qui ovulent, d'autres qui n'ovulent pas. Donc, bien évidemment, on va s'y prendre d'une façon qui va être différente. Si la femme n'ovule pas, on va corriger son ovulation. Alors après, ça dépend de quel type d'anovulation elle a. Donc, si on est face à une femme qui a une anovulation parce qu'elle a une aménorrhée hypothalamique. Alors, s'il a une aménorrhée hypothalamique, l'induction d'ovulation la plus safe qui existe, c'est l'induction par pompe au GnRH. Je ne sais pas si vous disposez des pompes au GnRH ici, mais c'est ce qui marche le mieux parce qu'on restaure la pulsatilité de la LH qui manque. Et donc, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et là, vous avez des taux de grossesse qui sont effectivement supérieurs à la normale. On est aux alentours d'à peu près 30% par cycle. Si vous n'avez pas de pompe au GnRH et que vous avez une aménorrhée hypothalamique à stimuler, il faut utiliser un produit qui associe de la FSH et de la LH. Sinon, vous n'y arriverez jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très souvent oublié. Et je voudrais dire ici, une femme qui a une aménorrhée avec un taux en base de LH qui est faible, n'oubliez pas de lui mettre de la LH dans la stimulation de l'ovulation. Une aménorrhée avec une LH basse, majoritairement, ce sont des aménorrhées avec un déficit en LH et il faut que vous mettiez de la LH dans votre stimulation, sinon ça ne marche pas. Alors,
quand vous mettez que de la FSH sur une aménorrhée hypothalamique, vous allez voir les follicules qui vont grossir, mais le stradiol qui ne va pas monter du tout. Et vous allez pousser votre stimulation, et finalement, vous allez avoir un recrutement multifolliculaire, et quelques cas d'ailleurs d'hyperstimulation peuvent exister dans ce contexte-là. Donc vraiment, il faut mettre de la FSH et de la LH, soit une association de FSH et d'HMG, comme c'est le cas d'HCG, c'est-à-dire dans le ménopure, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle ici, ou autrement, de l'association de FSH et de LH recombinante, qui s'appelle l'Uveris chez nous, je ne sais pas comment c'est chez vous, et maintenant, on a aussi le produit que vous avez peut-être qui associe la FSH et la LH qui s'appelle Pergoveris. Donc voilà. Donc ça c'est important. Après, vous avez une femme qui a un ovaire polykystique. Alors le propos aujourd'hui, c'était pas faire de la stimulation de l'ovaire polykystique, mais très clairement, là, si vous avez un PCO, il faut essayer de stimuler, de restaurer l'ovulation. Et là aussi, il faut être très prudent, puisque vous savez, le PCO, soit ça répond pas parce que vous êtes en deçà du seuil, soit si vous êtes juste au-dessus du seuil, eh bien ça part en live et puis vous en avez trop. Donc la stimulation dans le PCO, vous savez, c'est le step-up chronique low dose, c'est-à-dire qu'on commence avec un dosage faible de FSH et puis on augmente par palier de 7 jours de 25 unités. Alors, dans ces contextes-là, en fait, d'une femme qui n'a pas d'ovulation, à qui vous allez restaurer l'ovulation par le biais de l'insémination, vous allez vous trouver avec des taux de réussite dans cette indication-là qui vont être supérieurs à ce que je vous disais des 12% en général de l'insémination. Vous allez vous retrouver avec 25-30%, puisque voilà une femme qui n'ovulait pas et qui va se remettre à ovuler. Donc dans ces indications d'insémination pour statut ovulatoire, vous allez avoir des taux de réussite qui doivent être corrects. Alors maintenant, si la patiente elle est ovulatoire, on va, en faisant une petite stimulation d'ovulation, on se dit qu'on va optimiser son ovulation, puisque voilà, si elle est ovulatoire, peut-être qu'on a un facteur masculin, peut-être que c'est une infertilité inexpliquée. Donc on va être assez prudent et rester vraiment très possifolliculaire. Alors donc, le maniement de l'insémination va dépendre donc du statut ovulatoire et puis aussi du terrain. On en a parlé tout à l'heure, bien évidemment, selon l'âge de la patiente, selon sa durée d'infertilité, selon que c'est ou pas une infertilité primaire ou secondaire, selon ensuite si on a déjà fait des tentatives antérieures ou si on a des facteurs associés. Donc, bien évidemment, tout ça va se moduler. Ce qui est classique de dire, et c'est un papier qui est quand même très très ancien, parce que c'est de Elena Tur, qui est une femme italienne qui a publié en 2001, les critères d'annulation pour une stimulation en vue d'une insémination, qui sont d'avoir plus de 3 follicules supérieurs à 10 mm, un âge inférieur à 32 ans et un œstradiol supérieur à 850. Donc quand on a dit ça, on tourne à peu près autour des limites de l'annulation d'un cycle d'insémination. Mais on va voir, je vais vous le dire tout de suite, que ça se module un tout petit peu en fonction de ce qu'on a dit avant. Alors donc justement, l'individualisation de la stimulation selon les indications. Alors, quand est-ce qu'on va vouloir avoir un follicule en insémination? C'est une femme qui n'ovule pas, que vous restituez une ovulation, donc vous voulez simplement en avoir un, ça c'est assez logique. Quand vous faites de l'insémination avec sperme de donneur, parce que là c'est aussi une situation où on a vraiment une infertilité qui est masculine pure, donc la femme est supposée être tout à fait normale, si j'ose dire. Donc l'objectif sur les 3 premiers cycles, c'est un seul follicule. Et puis enfin, les infertilités cervicales ou masculines modérées des femmes jeunes, sur les 2-3 premiers cycles, il faut avoir l'objectif d'un seul follicule. Ça, je crois que c'est des choses qui sont assez bien admises. Alors, maintenant, quand est-ce que vous aurez un objectif de 2 follicules? Eh bien, vous aurez un objectif de 2 follicules dans la majorité des cas. Parce que dans la majorité des cas, vous ne serez pas dans les critères du premier chapitre dont je vous ai parlé. Ce sont des femmes qui ont une infertilité d'origine pas forcément très bien déterminée, mais souvent une hypofertilité des 2 côtés. Vous ne savez pas très bien pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc vous aurez un objectif de 2 follicules, sinon vous n'atteindrez pas le taux moyen d'environ 12% pour l'ensemble de vos cycles faits. Donc 2 follicules quand la dame a plus de 32 ans, quand c'est une infertilité inexpliquée. Je vous rappelle que l'infertilité inexpliquée, c'est une femme qui ovule normalement quand même, hein, très clairement. Donc il faut que vous la mettiez dans une situation qui est un peu supérieure à ce qu'elle est
spontanément. Dans les infertilités tubaires relatives, c'est-à-dire si vous avez une trompe qui est obstruée, c'est vrai que c'est assez logique d'essayer d'avoir 2 follicules, éventuellement d'ailleurs d'orienter l'ovulation du côté de la trompe qui fonctionne, mais ça c'est un autre sujet. Et puis, quand vous passez au-delà du rang 3 d'insémination, si vous continuez à faire des inséminations au-delà du rang 3, c'est-à-dire que vous avez essayé, fait 3 cycles, vous avez eu un seul follicule, eh bien, arrivé à la 3e stimulation, c'est assez logique de monter un tout petit peu pour essayer d'avoir au moins 2 follicules. Et puis enfin, alors, est-ce qu'il y a des indications à avoir 3 follicules ? Voyez, j'ai mis faire ou ne pas faire, parce que ça se discute beaucoup, puisque là, c'est dans quelle indication est-ce qu'on pourrait faire ? C'est effectivement si la femme, elle a plus de 38 ans, elle a une durée d'infertilité qui est assez importante, on a eu plusieurs échecs répétés, elle a des facteurs associés. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, au cas par cas, parce que quand on est dans cette situation-là, la femme est un peu âgée, on a déjà fait plusieurs cycles, ça n'a pas marché, il est assez probable qu'il est plus intéressant ou plus efficace de passer effectivement en fécondation in vitro. Alors maintenant, comment est-ce que globalement on fait une stimulation de l'ovulation en vue d'une insémination ? Alors en réalité, l'endocrinologie est très complexe en fait, entre la FSH, la LH, enfin bon. Mais une fois qu'on a retenu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le seuil et la fenêtre, qu'il faut de la FSH pour démarrer la stimulation, sauf si la femme a une LH basse en base, auquel cas il faut mettre aussi de la LH. Autrement, que vous fassiez une stimulation avec FSH seul ou avec FSH plus LH, ça ne va pas donner énormément de différence. Donc, on va dire que vous pouvez utiliser invariablement une FSH ou une HMG. Alors, quelle est la dose ? Quelle est la dose de départ ? Alors, vous voyez que volontairement, j'ai mis une fenêtre extrêmement large, entre 37,5 et 150 unités. Alors, 37,5, ça va être quoi ? Ça va être une femme elle est normo-ovulante, mais on est dans le cas de figure 1, et vous voulez simplement un seul follicule. Et je précise, si elle a un poids normal. Le poids est un facteur important de détermination de la dose de départ de gonadotrophine. Dès que le poids augmente, vous allez avoir un seuil qui va être plus élevé, bien évidemment. Donc, on va dire que globalement, chez une femme à peu près normo-ovulante, vous démarrez la stimulation entre 37,5 ou 50 unités. Pour tout dire, dans notre centre, on démarre plutôt à 50 unités. Si on est au-dessus, on va baisser. Si on est en dessous, on va monter. Mais 50 unités, on va dire que majoritairement, c'est la dose, le seuil de la majorité des femmes qui ont un poids, on va dire, relativement normal. Ça, je crois qu'on peut le dire. Alors, l'autre élément en rapport avec l'insémination, c'est le timing de l'insémination. Alors, on va voir les critères de déclenchement tout à l'heure, mais ce que je veux dire qui est important, c'est que quand on fait une insémination, on va faire un déclenchement de l'ovulation sur les critères, quand on aura un follicule qui fait au moins 17 mm et un endomètre qui sera adapté. On fera le déclenchement de l'ovulation et dans notre service, on le fait à 21h. Et l'insémination le surlendemain matin, c'est-à-dire 36 heures après, et on fait une seule insémination. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait respecté. Alors, je vous ai mis en bas, on peut aussi faire une association entre clomide et puis FSH. Ceci étant, pour tout dire, nous, on a arrêté de faire des stimulations avec le clomide, pour des mauvaises raisons sans doute, mais le clomide, si vous mettez un comprimé, vous avez un certain risque d'être un peu au-dessus du seuil pour des femmes qui sont normo-ovulantes. Donc il est plus prudent, si on veut avoir un seul follicule, de démarrer seulement avec de la FSH initialement, mais après ça dépend des moyens, ça dépend de tout ça, et je ne suis pas quelqu'un qui est contre le clomide, loin s'en faut. Alors ensuite, il va falloir monitorer ce traitement que vous avez donné. Donc là, je pense que c'est le cas aussi chez vous. On fait bien sûr du monitorage échographique. On accorde de l'importance bien sûr à l'endomètre. C'est extrêmement important. J'aurai l'occasion de parler de l'endomètre à un autre moment dans ce congrès. Et on fait du monitorage biologique également. Alors, si on devait doser juste quelque chose en biologie, l'œstradiol, à la limite, on pourrait s'en passer, mais la LH, c'est un élément extrêmement important, bien évidemment, pour déterminer le moment où vous allez faire l'insémination. Puisque si vous avez un pic de LH,
il faut le savoir pour ne pas faire l'insémination après un déclenchement, mais faire l'insémination dès le lendemain sur un pic spontané de LH. Alors, nous, on est très chanceux puisque en fait, on dose en fait, pour tout le monde œstradiol, LH et également progestérone d'ailleurs, selon le monitorage classique. Alors, comment ça se passe le monitorage? Vous voyez, en fait, on fait ça le midi, comme partout, j'imagine, donc avec une secrétaire. On passe l'ensemble des résultats en revue. Et puis ensuite, les femmes ont contact téléphonique l'après-midi avec une de nos infirmières pour avoir leur conduite à tenir, soit la poursuite de leur stimulation si on n'a pas les critères, soit le déclenchement de l'ovulation avec l'organisation des horaires pour venir faire l'insémination. Alors, quelques résultats de notre centre, mais bon, qui vont illustrer ce que je viens de vous dire depuis le début. C'est que, vous voyez, là, j'avais repris, ça fait déjà quelques temps, j'avais repris pas mal de cycles qu'on avait. Vous voyez, sur le premier cycle, on est aux alentours de 13%. On va rester relativement stable sur les 4 premiers cycles. Alors, dans notre centre, majoritairement, on ne fait pas plus de 4 cycles, en fait. Donc, vous voyez que sur les 4 premiers cycles, on va dire qu'on garde à peu près le même résultat par tentative. OK. Donc, alors, après, si on regarde en termes d'âge, alors, vous voyez que on fait très clairement beaucoup d'insémination chez les femmes jeunes et beaucoup moins chez les femmes âgées. Très clairement, parce que, après, ce sont des choix aussi de centre, mais peut-être à moduler, on fait plus facilement de la fécondation in vitro quand les femmes ont dépassé 38 ans. Mais donc, vous voyez que donc, selon très clairement ce qui est classique de dire, c'est que les inséminations chez les femmes âgées, ça marche quand même beaucoup moins bien que chez les femmes jeunes, mais je pense que vous le saviez. Donc, voilà. Donc, mais on va dire, jusqu'à 37-38, on va garder des résultats qui sont tout à fait honorable. Alors par contre, autre élément, et ça j'attire votre attention parce que je pense que c'est quand même très, très important, c'est que vous voyez que si on part de la totalité de nos patients de prise en charge, eh bien, vous voyez qu'à 4 cycles, eh bien, vous n'avez que la moitié, un peu plus de la moitié des femmes qui vont aller jusqu'au 4 cycles. Et que dans le problème, dans les inséminations en particulier, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'empressement des femmes à avoir la grossesse et le drop-out que vous avez qui est assez important, c'est-à-dire que les femmes risquent d'abandonner si vous maintenez des inséminations pendant trop longtemps avec une absence de succès. Mais voyez que pour les femmes qui continuent, eh bien, on a à peu près la moitié des femmes que l'on va prendre en charge et qui vont aller au-delà de leur programme de 4 tentatives, qui vont être enceintes. Donc c'est aussi quand même quelque chose qui fonctionne bien. Et je suis une fervente je défends en tout cas la réalisation d'insémination parce que dans certains pays ou même en France, on a tendance à faire trop vite, je pense, de la fécondation in vitro, ce qui a un coût qui est extrêmement important. Donc encore une fois, il faut savoir ce qu'on peut avoir en insémination, mais en tout cas, si on est dans des bonnes indications, eh bien c'est tout à fait intéressant. Je voulais vous parler, et après je vais faire très court, parce que j'en aurai presque fini, c'est vous parler de la place des antagonistes dans la stimulation de l'ovulation en vue des inséminations. Donc vous savez que si vous introduisez un antagoniste dans votre stimulation de l'ovulation, vous allez inhiber votre pic de LH, et donc vous allez pouvoir moduler plus comme vous voulez, si vous voulez, votre stimulation. Alors, est-ce que ça a un intérêt de bloquer la LH pour faire une assimilation plus sur mesure enfin, voilà. Alors, c'est à double versant. On va dire que dans les premières méta-analyses qui étaient parues, c'était en 2008, la méta-analyse de 2008, eh bien, en fait, on disait qu'on ne modifiait pas le taux de grossesse si on utilisait des antagonistes pour bloquer l'ovulation. Donc, pour le coup, ça n'avait donc aucun intérêt. Par contre, est-ce que ça a un intérêt? Si ça en a, il y en a un intérêt, et je ne sais pas comment vous travaillez, mais nous ne faisons pas d'insémination le dimanche, et donc par conséquent, nous utilisons des antagonistes pour éviter de faire l'insémination, soit un jour férié parce qu'on a un personnel en moins, ou le dimanche, le samedi, nous on travaille normalement, mais nous, on utilise les antagonistes pour décaler l'insémination d'un jour à notre convenance ou à la convenance des couples.
qui ont des fois des contraintes ou quelque chose comme ça. Mais on ne l'utilise pas dans l'idée d'augmenter les chances de grossesse. Alors, c'est ce que je dis, mais je suis contredite par une grande étude française qui a été publiée l'année dernière par l'équipe de Toulouse. Ils ont étudié les inséminations sur un nombre de... C'est 7 centres français, je crois. 7 centres français qui font des inséminations. Donc j'attire votre attention sur la disparité des résultats selon les centres. Tout le monde tous les centres ne sont pas égaux. Mais vous voyez que sur le schéma d'ici, en fait, ils ont trouvé, eux, une supériorité quand vous avez 2 follicules à avoir utilisé des antagonistes. Alors, très bien, je veux bien l'admettre, mais par contre, dans le papier, on n'a pas le taux de grossesse gémellaire. Dans la situation, on avait 2 follicules et utilisé les antagonistes. Parce que nous avons essayé, à un moment donné, d'utiliser les antagonistes de façon plus fréquente pour bloquer l'ALH, pour se dire, voilà, je vais avoir un follicule en plus, ou pour moduler le 2e follicule. Et d'emblée, on a eu un taux de grossesse multiple qui a fait un bond. Donc je crains que l'amélioration très nette des résultats en utilisant les antagonistes dans la stimulation soit quand même en partie contrebalancée par un taux de grossesse gémellaire qui est important. Donc, pour ce qui est de notre centre, eh bien, nous n'utilisons les antagonistes que pour décaler d'un jour l'insémination. Ou alors, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ou des femmes qui ont une élévation prématurée de l'ALH, comme on peut le voir dans certains cas d'insuffisance ovarienne, mais ce n'était pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Mais de façon normale, classique, on ne met pas d'antagoniste de principe. Alors, donc voilà, donc là je vais pas rebondir parce que c'était, voilà, pour la fertilité inexpliquée, c'était ce que je voulais montrer, on a fait un retour en arrière, vous l'avez très bien expliqué. Donc j'avais repris aussi la NICE de 2013, et puis juste pour dire, parce que l'année dernière c'était l'Eschreux de l'année dernière, et on m'avait demandé, alors je suis désolée c'est en anglais, mais de faire un retour de l'Eschreux de l'année dernière que j'avais présenté. Et donc, vous voyez, vous avez présenté ce papier, les inséminations en comparant citrate et puis le expecting, donc on a dit c'est très clairement, eh bien, on améliore quand on fait des inséminations dans la fertilité inexpliquée en utilisant du clomide. Alors, donc, la deuxième étude, c'était une étude, vous en avez parlé aussi, sur le clomide versus pas de clomide. Donc, et le clomide, là, a été largement remis au goût du jour parce que c'est beaucoup moins cher et que ça donne, dans cette étude, qui est une étude randomisée, d'aussi bons résultats que les gonadotrophines. Alors, comme je vous ai dit, nous, on a abandonné le fait de l'utiliser le clomide dans les stimulations d'ovulation chez les femmes qui sont normo-ovulantes, j'entends. Hein, on utilise toujours le clomide chez les PCO en première intention, ça n'a pas changé. Et donc ce papier qui réhabilite le clomide, et je pense que c'est très bien, surtout, nous, on a un système de santé où tout est remboursé pour les femmes, et c'est vrai qu'on n'est pas très vigilant sur les coûts, mais dès lors qu'il faut payer, c'est très clair que si on vous dit que le clomide, ça marche aussi bien que le gonadotrophine, eh ben, il faut y aller, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis ce papier de Roy Hamburg, c'est lui qui a fait changer la NICE, parce qu'ils ont fait une étude sur la fertilité inexpliquée sur 1 an, chez des femmes entre 23 et 37 ans. Ils ont comparé le fait de faire 1 à 3 cycles d'insémination à 1 cycle de fécondation in vitro. Qu'est-ce qui marche le mieux? Et ça, c'est vraiment une très très bonne question. C'est quand une infertilité inexpliquée, eh bien, est-ce qu'on doit faire des inséminations ou est-ce qu'on doit démarrer avec de la fécondation in vitro? Donc, je vous rappelle que quand cette étude a été pensée, c'est qu'on disait il ne faut pas faire d'insémination, c'est les infertilités inexpliquées. Et donc, là, il a réhabilité les inséminations qui marchaient aussi bien que la fécondation in vitro sur les infertilités inexpliquées pour un coût qui était très largement inférieur. Et donc, il redisait, donc, la fécondation in vitro ne doit pas être la première ligne dans les infertilités inexpliquées. Et au regard du nombre de grossesses spontanées qu'on a chez les infertilités inexpliquées, il préconisait d'attendre 1 an supplémentaire avant, chez les femmes de moins de 35 ans, avant de démarrer des traitements. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit savoir entendre, nous, c'est qu'on doit savoir faire patienter des femmes qui ont encore des chances de grossesse spontanée qui sont importantes, ce qui est vrai dans l'infertilité inexpliquée des femmes de moins de 35 ans. Ça, c'est un élément extrêmement important, savoir aussi faire patienter les femmes.
Voilà, donc la réaction de la NICE, qui a dit qu'elle allait revoir sa copie sur les infertilités inexpliquées. Voilà, donc pour finir, en fait, la stimulation d'ovulation en vue d'insémination, ça nécessite un monitorage précis. Il faut surveiller les femmes, on doit être vigilant. L'objectif, c'est 2 follicules dans l'immense majorité des cas. Si on fait 4 tentatives, si on arrive, on a un taux cumulé de grossesse à 4 cycles qui est tout à fait satisfaisant. L'utilisation des antagonistes, chez nous, c'est uniquement pour éviter le week-end, mais on n'est pas convaincu de leur utilisation en général. D'abord, ça alourdit le coût, au prix d'un risque de grossesse multiple qui est plus important, donc on n'en voit pas l'intérêt. Et donc, l'insémination en première intention dans l'infertilité inexpliquée des femmes jeunes. Voilà, je vous remercie. Bien, merci, docteur Anne-Guevara. On va passer la parole à docteur Lazar Halwani. Merci pour cette belle présentation. Ma question, j'aimerais bien savoir votre taux d'annulation et votre taux de grossesse multiple. Alors, je l'ai... Ah non, je ne l'ai pas présenté peut-être. Nous, on a un taux de grossesse multiple en insémination qui est aux alentours de 10%. On est exactement dans les chiffres que je vous ai dit au début, parce que ce papier-là, il est assez fondamental. Et c'est vrai qu'on est, vous voyez, on est aux alentours de 12-13%, mais notre taux de grossesse multiple est également aussi à 10%. Et objectivement... je vous ai dit la balance, si on augmente trop notre taux, et on le voit bien, parce que dans une année, on voit bien des moments où le taux de grossesse est supérieur, et on voit immédiatement, on a le nombre de grossesses gémellaires qui augmente aussi de façon parallèle. Donc 10% de grossesses gémellaires, je crois que c'est un peu difficile de descendre en dessous aussi. On va passer la parole au docteur Boussaada et on va essayer vraiment d'écourter la discussion, parce qu'on est en retard, mais on va prendre quand même quelques questions. Docteur Boussaada. Oui, merci pour votre exposé, madame, qui est clair. Vous avez dit que pour une question de convenance, vous utilisez des antagonistes en cours de l'insémination. Quand est-ce que vous les commencez? À quelle dose? Et voilà. Donc vous parlez des antagonistes. C'est ça, oui. Alors nous, typiquement, on fait un monitorage le vendredi. Le vendredi, la dame, elle a un follicule qui est à 17 mm. Donc normalement, on devrait la déclencher pour faire une insémination le dimanche. Donc très clairement, là, on va lui faire un jour supplémentaire et on va faire une injection d'antagoniste. Et on va déclencher le samedi pour faire l'insémination le lundi. C'est aussi simple que ça. Oui, là, au fond de la salle. On va peut-être prendre encore une seule question. Est-ce qu'il y a une supériorité dans la réponse quand on utilise la FSH-LH recombinante versus FSH-LH urinaire? Et quelle est la comparaison dans les coûts? Merci. Alors là, il n'y a aucune différence. Ça, c'est clair. Moi, j'ai peut-être une petite remarque et ce petit problème. Quand vous parlez de patientes mono-ovulantes, est-ce qu'il y a vraiment une place à une induction de l'ovulation? Parce que les différentes méta-analyses ont montré qu'il n'y a pas une augmentation de taux de grossesse quand vous stimulez par rapport, en dehors de l'insémination, quand on utilise des gonadotrophies, une stimulation, quand on a des patientes monovilantes. Est-ce qu'il y a vraiment une place? Vous avez dit tout à l'heure, on a envie vraiment de booster un peu la stimulation, mais est-ce que vraiment il y a une évidence clinique sur le plan résultat d'utilisation des gonadotrophies? Non, mais là, je vous ai dit, je suis très claire. L'objectif en insémination, c'est très majoritairement 2 follicules. Sinon, effectivement, vous n'améliorez pas. Chez une femme qui ovule normalement, vous n'améliorez rien si vous restez en monofolliculaire. C'est vrai. Mais par contre, dans certaines indications, comme je vous l'ai dit, effectivement, on fera quand même une légère stimulation qui restera monofolliculaire versus ne pas faire du tout de stimulation. On fait toujours une stimulation, même modeste, si on fait une insémination. On ne fait pas d'insémination dans notre centre, en tout cas, en cycle spontané chez la femme. Donc, avant de passer la parole à Dr Halwani, dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce que vous préférez? Quel protocole vous préférez pour les inséminations? Les protocoles de stimulation que vous êtes en train de faire? Alors, nous, majoritairement, si on est chez une femme qui est
normo-ovulantes ou d'isovulantes, comme je vous ai dit, on démarre la stimulation au 3e jour avec 50 unités de gonadotrophine. Voilà. Et on la commence généralement au 3e jour du cycle. C'est le 3e jour du cycle? Oui. Tous les jours? Tous les jours. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc,